Bonjour à toutes et à tous. Le café littéraire pour la jeunesse va commencer dans quelques instants. Nous avons la chance d'accueillir Joséphine Girard pour animer ce café en compagnie de Émilie Prophète. Joséphine, vous êtes élève en terminale au lycée Berlioz. Grande lectrice, vous dites dévorer les livres, mais vous n'êtes pas que attirée intellectuellement par la littérature, aussi et surtout, j'ai cru comprendre, par les sciences humaines et sociales et par la géopolitique, dont vous aimeriez faire votre métier. Je pense que le monde en ce moment ne peut que être d'accord avec vous, vu comment on en a besoin. Merci de votre présence, et vous êtes accompagnée de Émilie Prophète. Émilie Prophète, vous êtes poète. Commencé la littérature par la poésie en 2000 avec un recueil aux éditions Mémoire d'Encrier. S'en suivent plusieurs romans et en 2018, il me semble, des marges à remplir et republié dans une version augmentée avec votre poème paru en 2004 sur Parure d'ombre. On est très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Le dernier livre d'Émilie Prophète s'appelle Les Villages de Dieu, toujours aux éditions Mémoire d'Encrier, sorti il y a un peu plus d'1 an, qui met en scène Célia, une jeune héroïne qui tente de subvenir à ses besoins et aux besoins de son tonton dans une cité extrêmement violente de Port-au-Prince, la cité de la puissance divine, que ce soit par la prostitution, par le photoreportage, ou à la fin par le fait de devenir influenceuse. Cesser la flamme, comme elle se fait appeler sur les réseaux sociaux, va réussir à tirer son épingle du jeu, à subvenir aux besoins d'elle et de sa famille et à porter un propos politique sur le monde qui l'entoure. On a la chance de compter avec nous une comédienne et pas n'importe laquelle, il s'agit de Mathilde Viseux. Merci beaucoup de lire les textes pendant ce café littéraire et je vous laisse la parole. Il y en a qui ne partiront jamais. Ils n'y ont même jamais pensé. Non que la vie fût belle par ici. Non qu'ils n'eussent pas conscience que la mort les talonnait. Mais ils n'avaient pas les moyens d'un autre lieu, d'une autre portion de ciel qui serait différente de celle-là. Bethléem, source bénie, n'avait pas de malheur différent ou de bonheur possible. Il y en avait aussi qui ne pouvaient installer leur domination que dans l'un de ces lieux abandonnés, où les âmes erraient douloureusement, désespérément, demandant à être prises, gardées, pour créer l'illusion d'exister. J'écoutais passer les fous, pour comprendre, pour essayer. Laurette racontait qu'elle était une grande dame, une femme riche. Je la connais depuis toujours, mais elle ne connaît personne. C'est le propre des grandes dames. C'était aux autres de se souvenir d'elle, jamais l'inverse. Grand-mâ lui donnait à manger les jours où elle gardait ses vêtements. Plusieurs couches qui n'arrivaient pas à cacher sa maigreur, qu'elle enlevait d'un coup en faisant des gestes obscènes qui provoquaient le rire des gamins et mettaient les adultes en colère. Ma me recommandait de ne pas regarder, mais je lui avais souvent désobéi à ma grand-mère. Je savais qu'elle n'était pas loin quand je percevais sa forte odeur d'urine, qui était le premier prétexte de ceux qui lui lançaient des pierres pour l'éloigner. Laurette avait souvent des blessures, à la tête surtout. J'étais étonnée qu'elle soit vivante encore. Elle était un peu le symbole de cette cité, de ce pays. Elle résistait aux mauvais coups, aux oublis. Ses cheveux sales et emmêlés, ses chaussures éculées, tordues, disaient des routes, des vies qui étaient de loin plus émouvantes que les histoires que Livio imaginait sur elle pour faire rire dans les veillées. Laurette, c'était peut-être Mimose, Lana, Soline, Grand-mâ, qui avait eu moins de chance encore, qui avait craqué sous diverses pressions. Elle avait débarqué un jour à la cité de la puissance divine et n'en était jamais repartie. Sans abri, pauvre,
Elle ramassait tout ce qu'elle trouvait et vivait sous des morceaux de plastique, entourée d'objets qu'elle récupérait, qui allaient des bouteilles vides à des ossements humains. Un matin, on la retrouvera dans un corridor, morte avec son passé, ses tragédies silencieuses ou non traduites. J'écoutais la cité, couchée dans la chaleur. Tonton Fredo dormait. La porte de sa chambrette était ouverte. Tous les stratagèmes étaient bienvenus pour laisser l'air circuler. Mais il n'en faisait qu'à sa tête, l'air. Je m'éventais et éloignais les mouches avec un vieux journal qui me noircissait le bout des doigts. Le grand titre parlait d'un énième renouvellement de la mission des Nations Unies, du Conseil de sécurité, de choses qui, au fond, ne nous regardaient pas. Donc tout d'abord, j'aurais voulu savoir pourquoi vous avez choisi d'écrire sur ces cités en particulier, parmi tous les sujets que vous auriez pu choisir. Pourquoi vous avez choisi d'écrire sur ces cités? Les villages de Dieu. D'abord, bonjour, bonsoir, bonsoir, bonsoir Joséphine. Les villages de Dieu, c'est mon 6e roman. Mais j'ai toujours écrit sur les quartiers défavorisés. Et les villages de Dieu, c'est une métaphore parce qu'il y a bien un endroit qui s'appelle Village de Dieu, qui est une cité dans la périphérie de Port-au-Prince où il y a beaucoup de violence, où il y a des gangs extrêmement violents, d'ailleurs, qui bloquent depuis 1 an la route menant vers le sud. Donc, j'ai choisi les villages de Dieu comme une forme de métaphore, puisqu'il y a le village de, il y a le village de Dieu, et il y a Thibois, il y a Grand Ravine, autant d'endroits à problème. Et pourquoi Dieu? C'est parce que dans ces ghettos, parce qu'on les appelle volontiers des ghettos, où il n'y a rien, pas de service public, l'État n'est pas présent, il y a néanmoins une forte présence de la religion. Donc, les églises sont les seuls lieux de socialisation. Donc, il y a la religion qui côtoie une extrême violence. Donc, pour moi, quand j'ai commencé à écrire le livre, et qui m'a été inspiré d'un fait divers où des jeunes gens racontaient comment ils avaient abattu leur chef, le chef de gang, le chef de leur gang. Et là, j'ai commencé à réfléchir, à penser à ces cités, à ces ghettos, et aussi à aller voir ce qui s'y passait. On ne peut pas aller voir vraiment parce qu'on n'en sortirait peut-être pas. Il y a trop de violence, mais sauf que un écrivain a la possibilité d'intervertir ses sens, c'est-à-dire de faire de ses oreilles ses yeux. Donc je me suis mise à écouter, à lire, et c'est comme ça que je suis entrée au village de Dieu, qui est devenu la cité de la puissance divine, et que j'y ai rencontré Cécé. Parce que c'est un miracle. Et dans la vie des écrivains, il y a des moments de grâce, il y a des miracles. Et un jour ou un soir, ce personnage qui s'appelle Célia a débarqué et je l'ai accueillie à bras ouverts et elle m'a emmenée, elle m'a aidé à comprendre et j'ai été très surprise de voir son énergie et c'est pour cela qu'à la manière de Flaubert, je dis à certaines personnes, c'est moi. Comme Flaubert disait que Madame Bovary, c'était lui. Et du coup, vous dites que, évidemment, on ne peut pas forcément aller là-bas comme ça. Et vous parlez donc de personnes qui sont vos oreilles. Qui sont ces personnes qui ont la possibilité de faire l'aller-retour, entre guillemets, entre ces ghettos et les autres parties de Port-au-Prince, par exemple Les gens qui y habitent, parce que ce sont des zones très contrôlées et les gangs, les chefs de gang et la structure des gangsters, c'est un petit système, c'est-à-dire ils contrôlent vraiment, ils contrôlent les zones où ils sont établis. C'est-à-dire le gang, il sait qui habite ce quartier ou pas. Et il y a eu un incident en 2018 où un jeune journaliste s'est aventuré au village de Dieu, il n'en est pas revenu. Donc, on présume qu'il a été assassiné. Donc, les gens qui ne sont pas du quartier ne peuvent pas y entrer.
ils sont pris pour des espions, voilà, et ils sont tués. Et en 2021, la police a tenté une incursion au village de Dieu et les policiers ont été tués et filmés. Donc c'était un petit peu, ça circulait sur les fils WhatsApp, les cadavres des policiers et les membres de gangs totalement en fureur qui disaient ne pas accepter que les gens viennent dans leur quartier, même si c'est la police. Donc je n'ai pas été au village de Dieu, je n'ai pas été, voilà, le village de Dieu, la cité de la puissance divine, et dans ces villages de Dieu, je n'y ai pas été physiquement, mais comme je viens de dire, les écrivains ont cette possibilité, d'ailleurs l'écriture, c'est un métier des cinq sens. Il faut pouvoir utiliser ces cinq sens. Quand vous humez une odeur, vous pouvez parler de beaucoup de choses, dire beaucoup de choses à propos de cette odeur. Et quand vous écoutez des choses, même si ces choses vous sont rapportées de lieux que vous ne connaissez pas, vous avez la possibilité de parler de ce lieu-là. Donc j'ai demandé à mes oreilles d'aller à ma place dans les villages de Dieu et j'ai imaginé le reste et j'ai imaginé ce que cela pouvait être d'habiter ces cités très très précaires, très pauvres, avec une forte présence de la religion et comment celles et ceux qui ne sont pas membres des gangs subissent la loi des gangs et arrivent à habiter les cités. Parce qu'il y a beaucoup de gens comme Soline, comme Élise, qui ne sont pas membres des gangs, mais qui vivent quand même dans ces lieux-là parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont très très pauvres et c'est là qu'ils peuvent habiter. Et souvent, voilà, ils ne conçoivent même pas qu'ils peuvent sortir d'une manière quelconque de ces cités. Dans votre livre, Célia, le personnage principal, elle écrit sur les réseaux sociaux des portraits de jeunes femmes qui l'entourent, enfin de femmes même, qui l'entourent, et elle donne la voix en fait un peu à ces sans-voix. Et est-ce que vous, à travers votre livre, c'est ce que vous avez essayé de faire, donner la voix à ces Haïtiens et Haïtiennes de ces cités ? Je donne en général la voix à des gens précaires, des gens qui n'ont pas l'occasion de parler, des gens invisibles, à des gens invisibles. Mais en écrivant Les villages de Dieu, je ne pensais pas du tout à cela. Je ne pensais pas du tout qu'il fallait que je donne spécifiquement de la voix à des femmes. Et c'est arrivé. Des fois, quand on écrit un livre, on est soi-même surpris parce qu'on arrive à dégager. Et à chaque fois qu'on rencontre un lecteur ou une lectrice, on a l'impression de relire le livre. Moi, j'étais très émue de la lecture de Mathilde. C'était pour moi une découverte à travers sa voix. Et voilà, c'était un grand moment pour moi. Parce que à chaque fois qu'une personne lit le livre, c'est comme si le livre se renouvelait et invitait même son auteur ou son autrice à découvrir autre chose, à voir les gens, les personnages d'un autre œil, à comprendre qu'il y a beaucoup d'univers qui sont arrivés, peut-être malgré l'auteur dans ce livre. Et les villages de Dieu, l'écriture de Les villages de Dieu a été pour moi un moment de grâce. On écrit des livres et ça finit par devenir enfin une profession, un travail. Et on écrit, on sait faire ça, on sait comment utiliser la langue, comment dégager des émotions, comment faire sortir la poésie. Mais il y a des livres qui sont plus forts que d'autres pour leur auteur et leur autrice. Et Les villages de Dieu a été pour moi un moment de grâce. J'ai été très étonnée de voir à quel rythme le livre il arrivait et c'est comme s'il s'écrivait tout seul. Et je suis très contente que ce livre ait été bien reçu par les lectrices, lecteurs et même en Haïti qui ont pu découvrir ce que sont ces quartiers précaires. Et ce livre-là, les diplomates qui arrivent en Haïti, ils le lisent pour comprendre pourquoi on en est arrivé là. Parce que l'explication est donnée de manière subliminale quelquefois, comment des jeunes gens
qui naissent au 21e siècle parce que les chefs de gang, les membres de gang sont souvent très jeunes, des gens qui naissent au 21e siècle avec tout ce que ce siècle comporte de facilité de communication, de possibilités d'intégration, se retrouvent enfermés dans des quartiers aussi difficiles, entourés de cette violence, déjà subissant dès leur naissance cette violence, cette impossibilité d'avoir accès aux services publics minimums, d'avoir accès à l'éducation et comment eux-mêmes ils rendent cette violence à la société. Et il y a des gens qui m'ont dit, mais est-ce que vous n'avez pas un petit peu rendu sympathique certains bandits comme Jules César? Et je leur ai dit non, ils sont, en fait, ce sont des êtres humains qui naissent dans une situation de violence extrême et qui répondent par la violence aussi. Donc, voilà, qui n'ont rien et qui vivent et qui se disent, écoutez, puisque nous avons atterri dès notre naissance dans cette violence, il n'y a aucune raison que nous ne le reproduisions pas et même en mieux, que nous ne fassions pas subir à la société cette violence dans laquelle nous sommes arrivés, nous qui n'avons jamais rien connu que ces cités où il n'y a ni électricité, ni eau potable, nous qui n'avons pas pu aller à l'école ou qui avons été à l'école très très peu, parce que Célia, elle a été à l'école, elle n'a pas beaucoup été à l'école. Déjà, son histoire, elle est très très particulière et ça commence le jour où sa grand-mère découvre qu'elle savait dire de très gros mots et sa grand-mère l'emmène à l'école avec beaucoup de chagrin. Donc, elle découvre l'école et c'est un parcours très chaotique avec une école corrompue où si vous ne payez pas au professeur pour qu'il donne des leçons, votre enfant peut passer 3-4 ans dans une même salle, dans la même classe. Donc voilà, il redonne à la société cette violence-là qu'ils subissent tous les jours et depuis leur naissance. En parlant du coup de ces jeunes, vous décrivez dans votre livre, avec notamment le personnage de Tonton Fredo, l'envie d'évasion chez les jeunes haïtiens et haïtiennes. Comment vous pouvez l'expliquer et comment on peut faire en tant qu'haïtien et haïtienne pour donner envie à ces jeunes de rester dans ce pays malgré tout et qu'ils ne partent pas ailleurs, notamment aux États-Unis? En fait, le voyage pour l'haïtien, il est mythique. En fait, l'haïtien a toujours rêvé de partir, de voyager, parce que nous sommes arrivés en Haïti dans des cales de bateaux pour être réduits en esclavage. Et voilà, et les Haïtiens ont été déportés des côtes d'Afrique et qu'on appelait à l'époque le golfe de Guinée. Le golfe de Guinée, c'est le Togo, le Bénin, le Ghana. Et là, ils sont arrivés, ils ont subi l'esclavage jusqu'à la guerre de l'indépendance en 1804. Mais le fait de devenir citoyen d'un pays ne nous a pas enlevé cette envie de voyage. Et cette envie de partir a été multiplié par la misère, les problèmes économiques, parce que Haïti a subi beaucoup de violences économiques, et notamment avec la dette de l'indépendance qui lui a été imposée par la France en 1825. Donc Haïti, voilà, les gens ont toujours rêvé de s'en aller et ils sont toujours partis. Ils sont toujours partis déjà, et souvent, il y a des gens qui s'en sont allés, mais pas parce qu'ils n'étaient pas très bien en Haïti. C'était des médecins, des professeurs, des avocats, des gens qui avaient pignon sur rue, qui sont partis. Et au début des années 2000, par exemple, j'ai vu des médecins partir au Canada parce que le Canada appliquait une politique d'immigration choisie. Donc, ils sont partis au Canada et quand ils sont arrivés, ils ne pouvaient pas travailler comme médecins comme médecins. Leur diplôme n'était pas homologué. Donc, ils se retrouvaient à être infirmiers ou même pire dans l'échelle des métiers de la médecine. Donc, les Haïtiens, ils partent comme ça parce que depuis petit, depuis toujours, depuis la nuit des temps, on apprend qu'il faut partir, qu'il faut aller voir le monde. Et Tonton Fredo, lui, il est parti
Haïti. Et c'est souvent arrivé que lors de grandes compétitions sportives, de compétitions mondiales, des athlètes haïtiens se sauvent même avant la compétition. Donc voilà, ils ont un match à jouer contre l'équipe nationale du Canada. Ils arrivent, il y a 20 personnes et au moment où le match doit aller, au moment où le match doit se tenir, il y a 10 qui manquent à l'appel, dont 7 joueurs. Donc du coup, le match ne peut plus se jouer. Donc il y a beaucoup d'histoires comme ça. Et tonton Fredo, voilà, il est parti parce qu'il devait représenter Haïti aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1994. Et il est parti. Et voilà, le plan était qu'il ne revienne pas. D'ailleurs, dès que vous partez à l'étranger, les gens s'attendent à ce que vous ne reveniez pas. Parce que la vie est ailleurs. Et tonton Fredo, mais il y a parmi ces gens qui partent, il y en a qui n'y arrivent pas ils arrivent dans ces pays étrangers et ils ne peuvent pas s'adapter et ils n'arrivent pas à obtenir les titres de séjour qu'il faut. Donc ils sont SDF, ils sont dans une misère absolue jusqu'à ce qu'ils soient attrapés par l'administration du pays en question qui les déporte. Et souvent, ces dernières années, les États-Unis, le Canada ont déporté pas que des Haïtiens, mais des immigrés issus de divers pays de la région Amérique, même si ces gens sont arrivés à 3-4 ans aux États-Unis ou au Canada, ils commettent une infraction et ils sont renvoyés après avoir purgé leur peine dans le pays d'origine. Et là, ils arrivent dans le pays d'origine, ils ne parlent pas la langue du pays d'origine, ils ne connaissent personne. Et il y a un incident qui est arrivé il y a 2 ans. Il y a un Malien ou un Togolais qui s'était retrouvé en Haïti. Voilà, il est noir, on le déporte et on le renvoie en Haïti. Il a beau dire qu'il n'était pas haïtien, tant pis pour vous, vous retournez dans un pays noir. Donc, et tonton Fredo a été déportés, comme on les appelle les déportés. Il y a même un film qui a été réalisé par une haïtienne qui porte ce titre. Donc tonton Fredo est ramené chez lui et tonton Fredo, il se retrouve complètement perdu, alcoolique et voilà. Et après le décès de sa mère, c'est sa nièce Célia qui prend soin de lui et elle le fait avec énormément d'affection. Elle a l'impression qu'elle doit faire pour tonton Fredo ce qu'avait fait pour elle sa grand-mère à la mort de sa mère. Donc voilà, tonton Fredo, c'est un personnage très énigmatique qui ne dit rien. Il ne dit rien, mais on devine un petit peu ce que peut ressentir tonton Fredo. Donc tonton Fredo, c'est le silence du livre, mais un silence tellement parlant. Dans le livre, du coup, il y a Célia, le personnage principal, et c'est des personnages féminins qui sont très 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 forts. Et ils sont forts malgré, on va dire, la violence qu'exercent tous les hommes autour d'elle. Enfin, Célia, elle va se faire violer par son voisin. Elle va se faire, toutes les femmes en général se font maltraiter par les hommes. Être une femme quand on vit dans ces cités, c'est vivre ou survivre. C'est ça, oui. Les femmes sont plus fragiles, et elles subissent beaucoup de choses dans les familles, mais dans tout. D'ailleurs, il y a beaucoup de violence en Haïti, mais cette violence est principalement portée par les hommes. Ils parlent fort, on a l'impression d'être brutalisés quand on les entend parler à la radio, quand on les entend s'exprimer. Donc voilà, ce masculin-là est très toxique, très dérangeant. Et Célia nous l'indique bien quand elle nous parle des chefs de gang, quand elle nous explique comment le chef de gang Cannibal 2.0 qui a assassiné son prédécesseur veut poser son grappin sur son ancienne compagne qui ne veut pas. Et c'est vrai que Célia n'est pas tendre avec Patience, mais en même temps, on sent la tristesse de Patience, et voilà, qui
qui est obligée voilà, de donner une réponse à ce monsieur qui veut hériter d'elle aussi. Parce que le chef de gang, quand il succède à celui qui est mort, il s'attend il devient automatiquement son héritier. Donc il prend tout ce qu'il possédait et Cannibal 2.0 pense que c'est légitime d'avoir aussi la compagne de son prédécesseur. Donc ce sont des situations de violence et voilà, je voulais montrer ces situations de violence, mais la force de Célia est impressionnante parce que là, elle comprend tout et elle nous explique. Elle se moque à la limite de ces petits messieurs qui croient qu'ils dominent tout, mais au fond non. Donc là, elle analyse tout ça et voilà, elle nous les présente comme des gens qui vont mourir, comme des gens qui n'ont rien compris. Donc voilà, et Célia, son féminisme est intéressant dans la mesure où c'est un féminisme instinctif. C'est-à-dire, elle ne connaît pas les grandes théories sur le féminisme. Elle serait incapable d'en parler voilà, aux féministes fondamentalistes presque qui portent le drapeau. Mais elle est ce qu'elle est avec cette force et elle en impose malgré elle. Et elle trouve le moyen d'abord avec ce téléphone portable, de l'argent qu'elle prend de ce vicieux-là qu'elle rencontre en début de livre. Et avec ça, elle va se débrouiller, elle va faire des photos, elle a beaucoup de chance aussi. Elle a beaucoup de chance, voilà, que quand elle fait des choses, il y a toujours quelque chose derrière et c'est une négociatrice hors pair aussi. On parlait tout à l'heure de la religion dans ces cités. Vous pensez que leur influence, elle est plus néfaste que bénéfique pour les citoyens, enfin les habitants de ces cités? Absolument, la religion est toujours néfaste, peu importe laquelle, et particulièrement dans les pays pauvres, dans les quartiers précaires, chez les gens fragiles, la religion joue un grand rôle. Déjà, il y a la résignation, accepter son statut, c'est peut-être ce que Dieu a voulu pour vous, et cette religion-là, elle est apportée et par des Américains qui arrivent du fin fond de ce qu'on appelle le Deep South, le Middle West des États-Unis, des fondamentalistes chrétiens déjà qui, voilà, voilà, c'est très dérangeant quand on voit comment ces religions imprègnent ces cités et arrivent à s'implanter dans les zones très pauvres et ces religions-là aussi, déjà toutes les religions sont, je vais dire, sont contre les femmes. C'est peut-être pas le mot contre, mais en général, les femmes, dans les religions, elles n'ont pas la meilleure place. Et quand on voit la souffrance des gens, en général, dans ces quartiers pauvres, et des femmes en particulier, on se dit, et la religion, elle fait énormément de dégâts. Déjà, ce sont des femmes qui ont beaucoup d'enfants, parce que dans ces religions-là, on leur dit, écoutez, il ne faut rien faire en termes de planning, puisque Dieu a dit qu'il fallait procréer, multiplier et remplir la terre. Donc, et plus ces femmes ont d'enfants, plus elles sont pauvres. Plus elles sont pauvres. Et souvent, ce sont des mères célibataires. Donc, forcément, la religion a une influence très néfaste, très mauvaise sur ces personnes très pauvres. Vous parliez des fondamentalistes religieux qui viennent des États-Unis. L'influence des États-Unis sur Haïti, elle est très très forte. Et est-ce qu'elle l'est encore plus dans ces cités ? Elle est partout, depuis toujours. Et nous sommes un tout petit pays, très pauvre, dans la cour arrière d'un monstre impérialiste. Donc, cette influence, elle est dans la politique. D'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui en Haïti en termes de chaos et à voir avec les États-Unis depuis l'occupation américaine de 1915.
Et aussi, en 2010, tout le monde a vu la main des Américains dans les élections qui ont amené Michel Martelly au pouvoir. Donc l'influence des Américains est partout, 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 partout. Et dans les quartiers pauvres, ce sont des hordes de missionnaires qui arrivent avec des t-shirts sur lesquels sont écrits Jésus pour Haïti, Jesus for Haïti, Jesus loves Haiti. Donc voilà, donc l'influence est énorme un petit peu partout et sans compter qu'il y a une grosse diaspora haïtienne aux États-Unis. Donc pendant longtemps, les Haïtiens ont tous rêvé d'aller en Amérique, d'aller à New York, ensuite à Miami et voilà, gagner leur vie. Moi, quand j'étais petite, on me faisait croire, mes frères et moi, qu'aux États-Unis, on pouvait trouver de l'argent par terre en marchant comme ça. L'argent était par terre. Voilà, il y avait tout un mythe autour des États-Unis jusqu'à ce que je comprenne que les Haïtiennes, les Haïtiens, les immigrés en général, c'était des gens qui avaient la vie très très dure aux États-Unis, qui travaillaient 16 à 18 heures par jour. Et récemment, il y a 2 ans, j'étais aux États-Unis avec une amie d'enfance que j'ai rencontrée et j'étais étonnée de voir son rythme de travail. C'est-à-dire, elle travaillait 5 jours dans un hôpital. Elle commençait à 6 heures du matin pour finir à 18 heures. Elle avait une demi-heure de lunch qui n'était pas payée. Et elle était debout presque tout le temps pendant 5 jours, 12 heures par jour. Et les 2 autres jours, elle allait travailler chez des gens, des petits vieux qui étaient malades. Et elle passait ses nuits sur une chaise. Et une fois, il y avait une tempête, elle m'a expliqué, elle ne pouvait pas sortir et elle a rangé les couverts, elle a fait le lit, on ne lui a même pas offert de quoi manger. Donc elle a dû appeler quelqu'un qui lui a apporté quelque chose à manger. Moi, c'est une société d'une violence extraordinaire. Donc, mais il faut, mais ceux qui travaillent dans ces conditions-là ne le disent jamais. Donc, ils entretiennent le mythe que tout va bien et ce qu'ils gagnent comme salaire ne suffit pas pour payer les factures. Et des fois, ils ont des voitures qui sont belles, ils ont des maisons. Moi, j'ai vu cet ami en question, mais après avoir payé son loyer, avoir payé le loyer de sa voiture aussi, ce qu'on appelle la location au Canada, elle n'a plus rien. Elle n'a plus rien. Donc, tout est factice. Tout est factice, mais nous continuons de rêver de ce grand pays, de nous dire qu'il faut partir. Et comme il y a beaucoup de murs administratifs depuis les attentats de 2001, et que c'est pas possible, c'est pas trop possible de travailler parce qu'autrefois, même sans papier, les gens pouvaient travailler. Mais depuis 2001, c'est moins facile. Donc, les Haïtiens vont dans d'autres ailleurs. Parce que j'ai fait un livre avant les villages de Dieu qui s'appelle Un ailleurs à soi. Donc, ils vont dans d'autres ailleurs. Ils vont en Amérique du Sud. Ils vont au Chili, au Brésil. Et ce qui se passe maintenant, c'est qu'ils passent, parce que c'est un continent. Donc, ils sortent du Brésil à pied et ils passent par des routes incroyables pour arriver jusqu'à la frontière du Mexique où ils espèrent entrer aux États-Unis. Et l'été dernier, il y avait des images absolument bouleversantes sur tous les médias du monde où on voyait la police monter du Texas, attraper des Haïtiens au lasso. Donc c'était extrêmement et choquant pour tout le monde, pas que pour les Haïtiens, parce que quand on sait que Haïti est Haïti aujourd'hui, parce qu'il y a ce que les États-Unis a fait en termes de dégâts dans la politique et dans l'économie haïtienne, on se dit que ce monde, il est bien mal fait. Donc voilà, tonton Fredo, il est de ces déportés-là et nous continuons de rêver de partir. Mais en même temps, c'est normal de
de vouloir partir. C'est normal de vouloir voyager, et surtout pour les insulaires, ceux qui sont nés dans les îles. Mais dans les îles pauvres, c'est très difficile, mais quand on est dans une île qui s'appelle la Grande-Bretagne, on peut partir puisque ce sont des passeports qui ouvrent toutes les portes, toutes les frontières. Quand on est en Australie aussi, en Nouvelle-Zélande, mais quand on est insulaire et pauvre, ça peut être difficile. Un des grands thèmes du livre, c'est l'arrivée des réseaux sociaux pour Célia, et ça va totalement lui changer la vie. L'arrivée des réseaux sociaux aujourd'hui dans ces cités, est-ce que ça leur permet à certaines personnes d'en sortir un peu, de sortir de ces ghettos et d'avoir un meilleur avenir? Non, non. En fait, les réseaux sociaux bouleversent tout, la politique, la manière de s'exprimer. Les réseaux sociaux peuvent faire beaucoup de dégâts, ils peuvent faire beaucoup de bien aussi. Et voilà, Célia découvre les réseaux sociaux et voilà, elle s'exprime, elle dit des choses qui intéressent beaucoup de gens. Quand Célia fait parler des femmes, et elle leur permet de dire plein de choses, et elle est très surprise de découvrir que beaucoup de gens s'intéressent à la vie dans ces cités, à la vie de ces femmes. Déjà, elle commence par faire des photos qu'elle poste, des photos très glauques puisque ce sont des photos de cadavres, et il y a des journalistes qui débarquent. Ça, c'est le droit d'auteur, nous sommes dans la modernité complète. Ces journalistes-là, ils savent qu'ils doivent acheter les photos, qu'ils ne peuvent pas juste les prendre et les utiliser. Donc voilà, et Célia, elle vend les photos. On lui demande, on lui dit, voilà, on vous propose tant. Tout de suite, elle demande le double. Donc elle vend les photos et elle va faire des entretiens avec ces femmes. Et voilà, et le nombre de ses followers augmente sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, un petit peu partout dans le monde, que l'on habite à la Cité de la Puissance Divine ou que l'on habite à Dubaï, quand on a beaucoup de followers, il y a des gens qui vous approchent pour vendre des produits. Donc voilà comment Célia, elle trouve une voie en devenant influenceuse. Donc, elle a un nouveau téléphone après, donc elle poste des photos. Mais en même temps, c'est cette pauvreté-là et aussi cette complexité sociale liée aux sociétés post-coloniales aussi, puisque Célia, elle vend des produits pour décolorer la peau. Voilà, c'est quand même bizarre. Et voilà, c'est ce qu'elle vend. Mais en même temps, elle est très consciente. Elle demande à cette jeune dame qui s'appelle Catherine Paris, voyez le clin d'œil à la Ville Lumière. Et elle demande à Catherine Paris, est-ce que vous utilisez ces produits? Et Catherine qui rougit, qui dit bien sûr que non, parce que ce sont encore des produits qui sont faits pour les pauvres, pour des gens à qui l'on fait croire que c'est mieux d'avoir une peau plus claire qu'une peau foncée. Donc voilà. Dans ces cités et à Haïti en général, dans votre livre, vous parlez évidemment du gouvernement des gangs. Et aujourd'hui à Haïti, c'est qui gouverne? L'État ou les gangs? Alors là, ça c'est une très 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 belle question à laquelle je ne devrais peut-être pas répondre. En fait, il y a l'État, mais l'État fait face à une situation de grand péril, puisque aujourd'hui, les gangs sont mieux armés que la police. Parce que les gangs ont été armés par des politiques pour... voilà, des politiques, quand ils allaient aux élections, pour terroriser la partie adverse et tout. Donc, ce sont des jeunes gens très pauvres qui, des fois, ont des armes qui coûtent 6 000 $, 10 000 $. Et aujourd'hui, le fait est que ces gangs-là ont plus d'armes et de munitions que la police. Donc, l'État fait face
à un véritable péril aujourd'hui, mais j'ajouterai, puisqu'il se trouve que je suis ministre de la Culture et de la Communication, j'ajouterai que l'État haïtien a commandé d'importants matériels en faveur de la police qui devrait l'aider dans les prochaines semaines à faire face aux gangs. Et merci pour cette question difficile. Et aussi, dans votre livre, vous racontez notamment, après la mort d'un grand chef, il y a des initiatives qui se sont mises en place, notamment autour de Patience. Et elle va voir notamment Célia et d'autres personnes. Ils essayent ensemble de mettre des initiatives sociales, entre guillemets, pour favoriser les habitants de la cité, les apprendre à se connaître, se sociabiliser, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des initiatives comme ça dans les cités de la puissance divine ? Donc complètement, dans les cités où se trouvent les gangs, ils se comportent comme de vrais chefs, c'est-à-dire investis d'un pouvoir qui leur permet de penser à des changements, de faire des propositions sociales. Ils ont carrément un programme quand ils arrivent. Écoutez, nous allons donner un plat chaud aux enfants, aux écoliers, nous allons donner de la nourriture aux femmes, nous allons permettre aux gens de mieux vivre et voilà, et que les bourgeois se tiennent bien, ils vont avoir affaire à nous, mais c'est ce qu'ils disent, c'est le discours de ces chefs de gang. Et Patience, elle se comporte comme une première dame, c'est-à-dire, et ce sont des gens souvent qui redistribuent le butin. Ce sont des Robin des Bois modernes. Quand ils pillent un magasin ou détournent un camion de marchandises, ça leur arrive souvent de distribuer aux gens des cités le butin, de leur donner la nourriture, comme Patience avait donné du riz aux dames, et Patience qui voulait réunir les dames pour leur dire que le chef, il travaille pour elles, qu'il va leur permettre d'avoir une meilleure vie. En tant que ministre, évidemment, vous montrez la culture, vous promouvez la culture haïtienne. Quels sont les auteurs qui, pour vous, personnellement, vous inspirent, les auteurs haïtiens et haïtiennes ? Oh, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y a Louis-Philippe d'Alembert, il y a Ketli Mars, Yannick Laens, il y en a tellement. Il y a beaucoup de bons auteurs en Haïti. Il y a Cito Cavé. Donc, j'ai été biberonné à la littérature de ces aînés. Et Yannick Laens a été mon professeur à l'École normale supérieure. Donc, il y en a beaucoup. Et il y a Jacques-Stéphane Alexis, bien sûr. Il y a Jacques Roumain, il y a Marie Chauvet, qui sont décédés, mais qui ont laissé une œuvre extraordinaire. Donc, voilà, ce sont les classiques. Et vous savez, les classiques, c'est l'enfance des écrivains. Comme j'ai beaucoup aimé, il y a des classiques français qui m'ont beaucoup marqué aussi, puisque nous sommes francophones. Donc, voilà, il y a beaucoup d'auteurs haïtiens, et Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain est un livre bien connu dans la francophonie. Est-ce que votre livre, il a eu le succès que vous espériez, ou du moins il a été reçu par vos lectrices et lecteurs comme vous l'auriez espéré ou comme vous l'auriez imaginé ? En fait, il a eu plus de succès que je n'espérais. Pendant tout un été, j'ai été numéro 1 des ventes dans toute la province du Québec, par exemple, alors que je n'habite pas le Québec, je ne suis pas québécoise. Et il s'est bien vendu aussi en France, dans les Antilles. Il est déjà en poche, d'ailleurs. Donc, il a eu plus de succès que je n'espérais, parce que on a très peur quand on publie un livre. On se dit comment il va être reçu, et voilà, comment est-ce que je vais être lu et jugé. Donc, je pense que l'accueil, je ne pense pas. De fait, l'accueil a été très bon.
Et voilà, et il me vaut d'être là aujourd'hui alors qu'il est sorti en 2021 parce que dans la vie des écrivains, il y a des choses cruelles qui arrivent. C'est-à-dire, si vous n'avez pas d'actualité, vous n'êtes pas invité. C'est-à-dire, j'ai été invité un petit peu partout dans le monde ces 2 dernières années. J'étais en mai à Saint-Malo, donc j'étais en juin à Saint-Malo avec 2 voyageurs. J'ai fait 2 voyages coup sur coup à New York en mai. Voilà, c'était très fatigant. Et voilà, j'étais invité à la rentrée littéraire au Mali. Je suis invité partout et je suis obligée de dire non. Et on a dû me passer de la crème sur les mains pour aller à Québec. Je dois aller à Québec le mois prochain. En fait, j'étais déjà à Montréal il y a un mois. Donc j'ai fait un voyage épique. J'ai fait 3 continents en 2 semaines. J'ai laissé Haïti pour Montréal. Ensuite, je suis allé à Ottawa. Je suis revenu sur Montréal. J'ai pris un avion qui m'a déposé dans le New Jersey, où j'ai pris un avion qui m'a emmené à Lomé au Togo. De Lomé, je suis allé à Cotonou. De Cotonou, je suis venu à Paris et je suis reparti sur Port-au-Prince. Et là, j'étais complètement essoufflé. Et me voilà aujourd'hui à Vincennes. Je rentre et dans une semaine, je pars pour le Québec. Et après, je suis invité en Guyane en décembre. Et voilà, et ce livre ne me laisse pas le temps de commencer un autre. Donc il a été très très bien reçu et je remercie tous mes lecteurs et lectrices vraiment de me faire cet accueil à chaque fois. Et justement, j'allais vous demander, est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture pour un prochain livre ou c'est encore secret ou il n'y en a pas? Si, j'ai un projet j'ai un livre qui me travaille et que je ne travaille pas suffisamment, mais ça va finir par arriver le temps que j'ouvre. En fait, j'ai très peur de commencer le livre parce que quand j'écris, je deviens complètement autiste. Il ne faut pas avoir un premier degré quand je dis autiste. Pour moi, autiste, c'est une excellente chose. C'est-à-dire, je suis incapable de faire autre chose. Je suis en train de parler à quelqu'un et j'ai l'impression que les personnages sont en train de me tirer par l'événement pour me dire mais viens. Et voilà, donc j'ai vraiment très très peur de commencer un livre, sinon je ne pourrais même plus aller dans les conseils des ministres. Parce que j'ai écrit un petit livre en 2015, est-ce que c'est en 2015? Oui, en 2015, qui s'appelle « Le désir est un visiteur silencieux ». C'était une commande d'une maison d'édition haïtienne et j'étais très heureuse de répondre à cette commande parce que je publie à Montréal et je me suis dit tiens, c'est une chance de publier en Haïti. Donc j'ai dit oui et j'ai été à une réunion à la Jamaïque sur la propriété intellectuelle parce que j'ai beaucoup travaillé dans la propriété intellectuelle et là j'ai commencé bizarrement, j'étais en pleine réunion, peut-être que je m'ennuyais. J'ai commencé à écrire ce livre que j'ai appelé « Le désir est un visiteur silencieux ». Et la réunion a été en anglais et tout le monde parlait anglais et moi j'écrivais sur mon ordinateur en français. Et les gens, j'écrivais tellement vite que tout le monde me regardait en disant « Mais qu'est-ce que je trouve intéressant à cette réunion quand même ?» Et voilà, et là ils étaient un peu suspect, disant mais nous, ça ne va pas du tout. Et elle adore ce qu'elle entend. Voilà, des présentations sur le droit d'auteur, les exceptions, etc. Et mes collègues de réunion, j'ai pris leur prénom, j'ai donné leur prénom aux personnages. Donc j'ai Claudette, Carole, Marissa. Donc c'était des collègues qui venaient des îles, et c'est des collègues que j'aime beaucoup. Il y avait une Jamaïcaine, une autre de Saint-Kitts et une autre de Saint-Vincent et Grenadine. Donc elles sont toutes entrées dans le livre. Et donc voilà, donc j'ai rien capté de la réunion, absolument rien. Et là c'est comme ça, donc il ne faut pas
il ne faut pas que je sois en train d'écrire un texte en travaillant à autre chose, ça ne le fait pas. Donc c'est pour cela que j'attends le moment opportun pour commencer à parler pour commencer à écrire ce livre qui est là. Et il y a quelques instants, vous parlez de vos voyages, de toutes vos représentations, etc. Contrairement à certaines personnes, vous revenez toujours à Haïti. Qu'est-ce que vous aimez tant à propos de votre pays? Mais c'est chez moi. Dans la vie, on a son ancrage et duquel il est difficile de s'extraire. Peut-être que je n'ai pas la force mentale pour vivre ailleurs. Et j'ai une amie parisienne avec qui j'ai déjeuné mercredi. Et on était à la rue du Bac, le beau Paris de la rive gauche. Et c'était très beau. Moi, je suis toujours admirative de cette ville qui, pour moi, est comme une œuvre d'art en soi. C'est tellement joli. Et je lui disais, c'est magnifique. Moi, j'aimerais pouvoir habiter à l'étage, au dernier étage d'une de ces demeures de la rue du Bac et tout ça. Et puis elle me dit, est-ce que tu ne voudrais pas habiter à Paris? Je lui ai dit non, je ne pourrais pas habiter à Paris. Et là, elle me dit, elle avait l'air un peu surprise et peut-être un petit peu vexée. Et j'ai dû lui expliquer que je ne me voyais pas en clandestine ou en train de remplir des formulaires pour demander des papiers, un titre de séjour. Il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Donc je suis un peu comme Tonton Fredo, donc je n'y arriverai pas. J'adore pouvoir venir ici en France, de pouvoir aller en Espagne. C'est sans doute une chance de découvrir ces pays-là, mais je pense que si j'essayais de les habiter, ce ne serait plus une chance. Donc ça se transformerait en un concret que je suis incapable d'affronter. Alors, j'ai aussi une question. Est-ce que des personnes ont des questions? Bonjour. Déjà, je veux dire, j'ai beaucoup apprécié votre roman, qui est le roman de vérité, merci pour ça. Vous avez évoqué tout à l'heure la francophonie. Je veux savoir comment vous jugez l'état de la francophonie en Haïti en 2022 et ses perspectives. Est-ce que c'est quelque chose qui a tendance à se contracter, à s'étendre à tous les niveaux de la société? C'est quoi l'état? Est-ce que ça a plutôt tendance à dépérir ou à se développer? Non, la francophonie se meurt en Haïti. La francophonie se meurt en Haïti pour beaucoup de raisons. Déjà, il y a un système éducatif défaillant où on sort de l'école et on ne sait pas parler français alors qu'on a fait des études en français. Et aussi parce que la France n'investit pas suffisamment en Haïti, c'est-à-dire pas d'institut français et rien. Ce n'est plus... j'ai connu un institut français en Haïti, j'ai connu une grande médiathèque en Haïti et quand j'étais étudiante à l'école normale, j'avais un de mes professeurs qui était responsable de la médiathèque et on le retrouvait à la médiathèque même tous les vendredis matins pour le cours. Donc on n'était pas à l'école normale, on allait à la médiathèque de l'institut. Il n'y a plus d'institut, il n'y a plus de médiathèque, mais il y a un appétit pour le savoir qui est extraordinaire. Donc c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui lisent beaucoup, il y a beaucoup de livres en français qui circulent, mais je pense qu'il faudrait faire plus. Il faudrait faire plus pour partager le savoir, pour mettre les jeunes en situation de parler français, de parler toutes les langues. Parce qu'aujourd'hui, depuis 2 ans et demi, par exemple, le lycée français, il est fermé. Le lycée français, c'était énorme avec beaucoup de jeunes haïtiens, beaucoup d'enfants d'expatriés. Donc, ils ont commencé par faire les cours en distanciel, par Zoom. Et les cours n'ont jamais repris parce que, bon c'est vrai en fait, on ne peut pas dire non, on ne peut pas nier qu'il y a des problèmes de sécurité, mais les écoles américaines continuent de fonctionner. La plus grande école américaine qui s'appelle Union School
elle continue de fonctionner, alors que le lycée est fermé. Et j'ai une amie avec laquelle j'ai fait le voyage jusqu'à Paris mardi soir, qui me dit ses filles étaient au lycée français, mais là, elle n'en peut plus parce que un enfant de 8 ans ne peut pas passer sa vie devant un ordinateur à suivre des cours. Pour un an, c'est dur, mais ça va encore. Mais quand ça dépasse 2 ans, donc là, elle a fait le choix douloureux de les mettre à l'école américaine. Donc c'est très difficile, et je pense que tout ceci n'aide pas à renforcer la pratique du français en Haïti. Mais néanmoins, c'est un pays où il y a beaucoup d'appétit pour le savoir. Il y a beaucoup de personnes qui écrivent en français. Mais au-delà de cela, je pense qu'il y a des choses qui manquent, il y a des efforts qui ne sont pas faits. Vous, en tant que ministre de la Culture, peut-être pouvez-vous arriver à convaincre les autorités françaises de faire des choses? Je voudrais bien, j'en ai parlé à l'ambassadeur, et bon, je ne sais pas, peut-être, bon, et moi je crois que la France est en train de se désengager. C'est une politique, sans doute, et en tant que ministre de la Culture, je ne peux rien faire. Il y a des gens qui m'ont approché pour me dire est-ce que vous ne pourriez pas demander qu'on ouvre le lycée et tout ça, mais et je pense que notre ambassadeur a vu des responsables au plus haut niveau en France qui n'ont pas fait l'effort d'ouvrir le lycée. Bon bah merci beaucoup de venir. Merci à toutes et à tous. Merci Mathilde et merci Joséphine. C'est l'un des meilleurs entretiens que j'ai eu jusqu'ici. Mais la question là sur les gangs et le pouvoir, l'État haïtien, là, c'était topissime. Merci.